Bonsoir et bienvenue au journal du soir sur Télé Liban. Voici les principales informations de ce jour. Le désarmement des camps de réfugiés palestiniens va commencer à la mi-juin sur la base d'un accord avec le président palestinien Mahmoud Abbas lors de sa visite officielle au Liban. La première séance de la commission conjointe chargée de la situation dans les camps palestiniens a marqué un tournant majeur. Le Premier ministre Nawaf Salam a ouvert la session en saluant la décision historique du président palestinien Mahmoud Abbas, celle d'engager un processus de désarmement progressif des camps. Une démarche saluée comme un signal fort pour la stabilité du Liban et pour l'amélioration des conditions de vie des réfugiés. Depuis des décennies, ces camps, souvent livrés à eux-mêmes, échappent au contrôle de l'État. Mais à partir de la mi-juin, un calendrier précis sera mis en œuvre pour le retrait des armes, d'abord à Beyrouth avant de s'étendre aux autres camps du pays. L'objectif, confiner les armes sous l'autorité exclusive de l'État libanais, garantir sa souveraineté tout en lançant en parallèle des mesures concrètes pour améliorer les droits économiques et sociaux des réfugiés. Autour de la table, des figures politiques majeures, toutes unies autour d'un seul objectif, la stabilité durable des camps et une nouvelle ère de coopération. En l'espace de 24 heures, l'armée israélienne a mené une série de raids aériens ciblant des sites présumés du Hezbollah. Une escalade qui intervient à 2 jours des élections municipales cruciales au Liban Sud. À l'aube, 2 frappes israéliennes ont visé des installations à Der Antar et Shama, dans le Qaza de Tyr. Des drones ont également été repérés, survolant à basse altitude la chaîne de montagnes de la Bekaa orientale. Nous avons ciblé des infrastructures terroristes du Hezbollah. Des lance-roquettes et armes ont été détruits, affirme le porte-parole de l'armée israélienne Afichai Adrai. La veille, le village de Toul, dans le Qaza de Nabatieh, a été la cible d'un raid après une sommation publique à évacuer. Des centaines d'habitants ont fui, paniqués avant la frappe aérienne. En soirée, de nouvelles frappes ont touché Toulin, Sawane, la vallée de Borghous, Zebkin et les hauteurs de Boudaï. L'armée israélienne affirme agir pour empêcher le Hezbollah d'établir des bases dans la région. Une tension extrême qui survient à la veille des élections municipales très attendues au Liban Sud. Malgré les bombardements, le gouvernement affirme « les élections auront lieu ». Ces agressions n'entameront pas l'engagement de l'État à protéger le processus démocratique, affirme le Premier ministre Nawaf Salam. Le ministère de l'Intérieur a pour sa part formellement démenti toute rumeur sur un report des scrutins. Il a réaffirmé sa volonté de maintenir les élections essentielles pour affirmer la souveraineté libanaise. Entre menaces sécuritaires et échéances démocratiques, le Liban Sud retient son souffle. Une épreuve de feu pour les autorités à l'heure où les bombes se mêlent aux bulletins de vote. Une nouvelle journée de violence dans la bande de Gaza. Selon la défense civile locale, au moins 16 personnes ont été tuées depuis minuit dans des frappes israéliennes qui ont touché plusieurs secteurs du territoire palestinien. Ces frappes ont ciblé des habitations dans le centre et le sud de la bande de Gaza, provoquant également des dizaines de blessés selon le responsable des secours, Mohamed Al-Bouraïr. Celui-ci affirme « Il n'y a plus de zone sûre. Les bombardements ne s'arrêtent jamais. Nous avons peur pour nos enfants, nous ne savons plus où fuir. » Dans un communiqué, l'armée israélienne affirme avoir éliminé plusieurs terroristes au cours des dernières 24 heures et frappé plus de 75 cibles, incluant dépôts d'armes, positions de tireurs d'élite et complexes militaires selon ses termes. Israël a repris ses frappes le 18 mars, après l'échec des négociations indirectes avec le Hamas pour prolonger une trêve de 2 mois. Depuis cette reprise, plus de 3600 personnes ont été tuées selon le ministère de la Santé à Gaza. Le bilan total de la guerre s'élève désormais à 53 762 morts côté palestinien, majoritairement des civils, un chiffre jugé crédible par l'ONU.
des chiffres qui continuent de grimper à mesure que les frappes se poursuivent. Alors que les combats foragent, l'aide humanitaire reste limitée et les conditions de vie se détériorent. Les appels à un cessez-le-feu immédiat se multiplient, mais sur le terrain, les frappes se poursuivent sans répit. En Turquie, plus de 100 arrestations dans 2 affaires distinctes secouent les sphères militaires et politiques du pays. Le parquet d'Istanbul a confirmé l'arrestation de 56 militaires en service actif accusés de lien avec le mouvement guleniste. Une opération de grande ampleur menée dans 36 provinces visant à démanteler ce que les autorités décrivent comme un État parallèle instauré par les partisans du défunt prédicateur Fethullah Gülen. Exilé aux États-Unis jusqu'à sa mort en octobre dernier, Gülen est toujours accusé par Ankara d'avoir orchestré le putsch manqué de 2016. Depuis, plus de 25 000 personnes ont été arrêtées pour appartenance supposée à sa mouvance. Et le président Erdogan promet de poursuivre ses anciens alliés jusqu'à dans les endroits les plus reculés du monde. En parallèle, 44 autres arrestations ont été menées à Istanbul, cette fois dans le cadre de l'enquête pour corruption visant le maire déchu Ekrem İmamoğlu. Parmi les personnes interpellées, son secrétaire particulier et des dirigeants d'entreprises liés à la mairie. Au total, plus de 60 collaborateurs du maire ont été arrêtés depuis mardi. 13 sont en détention. İmamoğlu, emprisonné depuis mars, avait été désigné candidat à la présidentielle de 2028 par le parti le CPH. Mais l'annulation controversée de son diplôme universitaire pourrait bloquer sa candidature, une décision que l'opposition qualifie de basse manœuvre politique. Son incarcération a déclenché une vague de manifestations à travers le pays, la plus importante depuis celle de 2013. İmamoğlu, figure montante de l'opposition, avait été investi par le CHP comme candidat à la présidentielle de 2028. À Rome, une rencontre diplomatique sous haute tension. Les États-Unis et l'Iran se sont retrouvés ce vendredi pour un 5e cycle de pourparlers sur le nucléaire iranien sous médiation omanaise. Les discussions ont débuté à 13 h, heure locale. Objectif, relancer le dialogue autour du programme nucléaire iranien après des années de rupture depuis le retrait américain de l'accord de Vienne en 2018. C'est Donald Trump qui avait rétabli de lourdes sanctions contre Téhéran dans le cadre de sa politique de pression maximale. Aujourd'hui, le président américain espère conclure un nouvel accord alors que l'économie iranienne souffre toujours d'un isolement sévère. Mais les négociations achoppent sur la question sensible de l'enrichissement d'uranium. Les États-Unis affirment ne pouvoir tolérer ne serait-ce qu'1% de capacité d'enrichissement, une ligne rouge selon Washington pour éviter tout risque de militarisation du programme iranien. L'Iran ne peut avoir de capacité d'enrichissement, sinon il devient une puissance nucléaire potentielle, a martelé Marco Rubio, chef de la diplomatie américaine. Côté iranien, le ton est tout aussi ferme. Le chef des négociateurs, Abbas Araghchi, prévient « S'il est interdit à Téhéran d'enrichir de l'uranium, il n'y aura pas d'accord ». Téhéran revendique un programme nucléaire à visée exclusivement civile. Plus de 17 000 personnes y travaillent dans les domaines de l'énergie ou de la santé. Jeudi, Donald Trump a consulté le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui reste farouchement opposé à toute concession à l'Iran. Mais selon la Maison-Blanche, les négociations vont dans la bonne direction. L'Iran enrichit aujourd'hui l'uranium à 60%, bien au-dessus de la limite de 3,67% fixée par l'accord de 2015, mais encore en deçà du seuil militaire. Les discussions de Rome pourraient être la dernière chance de sauver l'accord avant son expiration en octobre prochain. Il faut aller se cacher. Les riches ne veulent pas voir les sans domicile fixe. À Cannes, à quelques mètres de la Croisette, où s'affiche l'opulence pendant le festival de Cannes, Mustapha Addour, sans abri de 61 ans, observe les passants en tenue de gala. Avec un taux de pauvreté de 21%, beaucoup plus élevé que la moyenne nationale, Cannes affiche le temps du festival
des disparités de richesse saisissantes. Chaque mois de mai, Cannes devient la capitale mondiale du glamour. La Croisette s'illumine de robes de créateurs, de flashs d'appareils photo et de limousines défilant devant le palais des festivals. Mais derrière cette vitrine de luxe, une autre réalité persiste, celle des laissés pour compte, invisibles dans la fête. À quelques mètres seulement des tapis rouges et des projecteurs, Mustafa Addour, 61 ans, observe en silence. Il vit dans la rue depuis des années. Nous n'avons pas d'importance aux yeux des touristes. On se sent vraiment délaissé, glisse-t-il. Ça me prive parce que, bon, la plage, ils nous ont pris un peu de la liberté, là, notre liberté. Hein, la plage, ça appartient pas au festival, hein, ça appartient à tout le monde. Mais non, ils ont mis les machins là, ils ont pris toute la plage. Il ne reste plus que 2 mètres carrés, 2 mètres carrés de la plage pour nous. Et des fois, on disait, je peux prendre ma douche, moi, il y a de la douche à la plage. Hein. Des fois, même froide, c'est pas grave. Hein. Et ben, je me lève. Et je peux nager aussi, j'adore. Et là, ils ont pris tout. Il faut taper 6 km. Faut aller se cacher. Comme ça, on ne te voit pas. Pour l'image de Cannes. Parce qu'il n'y a que des riches ici. Les riches, ils ne veulent pas voir les... C'est ça le pire. Son quotidien contraste violemment avec l'opulence environnante. À Cannes, une personne sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté bien supérieur à la moyenne nationale. Derrière les façades de luxe, nombreux sont ceux qui luttent pour se loger, se nourrir ou simplement exister dans une ville où tout semble conçu pour les plus fortunés. Des associations locales dénoncent une forme d'hypocrisie sociale. On veut montrer au monde une ville parfaite, mais à quel prix humain, s'interroge une bénévole d'un centre d'hébergement. Ce contraste criant entre faste et misère interroge sur la place laissée aux plus vulnérables dans une société qui célèbre la beauté et l'argent. La ville lumière du 7e art a peut-être encore à apprendre sur la façon de regarder ceux qui restent dans l'ombre. Merci beaucoup, moi, Ariane. Et danser sur de l'électro sans consommer ni alcool ni drogue, c'est le concept de la Clean Party qui s'est tenue à Pantin en Seine-Saint-Denis avec l'ambition de repenser la fête sans artifice. C'est hyper intéressant comme type de soirée. C'est rassurant aussi parfois de sortir de ses habitudes et tester de nouvelles choses et du coup le concept de cette soirée est assez sympa. Moi c'est toujours les clichés de l'abstrance, la techno, quelque chose qui est assimilé un peu à l'alcool, à la consommation. Donc là je suis un peu surpris parce qu'il y a quand même une bonne ambiance, il y a du monde, ça s'amuse bien donc c'est cool. On sent les gens qui sont pleinement là et qui viennent pour le même intérêt qu'est la musique et la danse et pas pour d'autres choses. Et du coup je trouve ça assez joyeux, les gens ont l'air contents d'être là, quoi. C'est cool.
C'est la fin de ce journal. Merci, bonsoir.